Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission en deux parties, le Journal des territoires et le Club de la presse dans un instant, suivi de la météo à 8h et l'invité politique de Territoire d'Info en direct sur ce plateau après 8h. Eh bien, c'est Alain Rousset, le président Parti Socialiste du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. Il sera notre invité tout à l'heure sur ce plateau. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un instant. À tout de suite. On démarre, invité politique oblige tout à l'heure, avec l'actualité en Gironde et ce plan de sauvegarde de l'emploi lancé hier à Fort de Blanquefort. La première étape d'une fermeture annoncée de l'usine pour septembre 2019. Elle menace les 900 salariés du site. Les premières négociations autour de ce plan social ont donc débuté hier. Franck Poirot pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Annoncé par la direction de Ford Europe il y a quelques semaines, les syndicats espéraient repousser au maximum les discussions autour de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi sur le site de Blanquefort. Elles ont commencé ce mardi matin à l'abri des regards dans une salle de réunion de l'usine. Premier sujet abordé, les raisons qui poussent Ford à vouloir fermer son usine girondine. Dans l'après-midi, c'est les conditions de mise en place de ce PSE qui ont été abordées. Les syndicats, notamment la CGT, pensaient avoir affaire avec les représentants de Ford Europe pour discuter. C'est finalement la direction locale du site de Blanquefort qui est chargée de mettre en place ce PSE. Donc en fait voilà, on se retrouve dans une fausse discussion et on en a même un peu ras-le-bol d'avoir les mêmes qui savent pas ce qui se passe, qui savent pas tout ce que Ford Europe est en train de faire. Donc là ils vont répéter uniquement ce qu'on leur dit de répéter et en plus c'est quand même la discussion sur les raisons économiques du PSE et de la fermeture de l'usine et on sait très bien que Ford n'est pas outillé pour ça, enfin la direction locale n'est pas du tout outillée pour ça et puis voilà, il y aura pas de discussion. Selon les syndicats, la direction de l'usine n'aurait pas apporté plus d'éléments sur les raisons qui poussent Ford à vouloir fermer son usine ce mercredi matin. De même, cette direction n'a pas expliqué non plus pourquoi Ford met en place un plan de sauvegarde de l'emploi pour fermeture et cessation d'activité, alors que dans le même temps, le constructeur automobile rechercherait un repreneur pour le site. Les négociations autour de la mise en place de ce PSE devraient durer 4 mois. Elles devraient se terminer à l'automne prochain. Voilà, et des questions pour Alain Rousset, le président de la Nouvelle-Aquitaine, qui sera notre invité politique à 8h. On part pour une autre région, la Bretagne maintenant. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a lancé la semaine dernière la semaine de l'apprentissage à Brest. Le gouvernement souhaite réformer cette filière pour la rendre plus attractive car les entreprises sont en demande. Un reportage de Tara Lagoutte et de Julie Sicot pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Bonjour, elle est venue à Brest pour redorer l'image des métiers industriels. Muriel Pénicaud était ce mardi au CFA de l'Industrie pour annoncer la semaine de l'apprentissage qui commence mercredi. L'objectif de cette semaine, sensibiliser les jeunes à ces formations souvent sous-estimées. On est à l'école et on est également en entreprise, on est face à des cas réels et on ne voit pas du coup forcément, on n'a pas les cas d'école quand on est en entreprise, on a des cas particuliers et on apprend davantage. On a l'expérience des anciens qui sont déjà dans la boîte, on apprend les petits trucs qu'on n'a pas dans le parcours scolaire. 7 apprentis sur 10 trouvent un emploi directement après leurs études et 8 sur 10 dans le domaine de l'industrie, selon le ministère. Après 15 ans de crise, le secteur est en train de se renouveler. Le naval est en train de repartir, on était en crise, maintenant on est en expansion. Et donc tous ces métiers que nous formons dans ce centre, dans ce CFAI, tous ces métiers, il y a un besoin énorme. Et donc il faut effectivement amener les jeunes et faire comprendre aux jeunes et aux familles aussi qu'avec l'apprentissage, ils ont une façon de trouver un emploi stable et sûr. La ministre a profité de l'occasion pour présenter son projet de loi Avenir professionnel qui doit encore passer devant le Sénat. Ce texte devrait faciliter l'accès aux jeunes à ces formations en apprentissage. Oui, l'apprentissage est une voie de réussite. Trop de parents et trop de jeunes ne le savent pas encore. On prépare les mêmes diplômes que sous une autre forme et on est en même temps rémunéré. Et puis jusqu'à 30 ans, grâce à la loi, bientôt on pourra entrer en apprentissage et finalement aller du CAP à l'ingénieur. Les entreprises bretonnes espèrent trouver 120 600 personnes à former en 2018. Voilà, et Muriel Pénicaud qui est en Bretagne sera vendredi notre invité politique dans cette émission dans Territoire d'Info. Voilà, à compter du 1er juillet, la vitesse maximale autorisée passera de 90 à 80 km/h sur les routes à double sens dans toute la France.
vitesse sans séparateur central. Et mardi soir, à la sortie de Canet-en-Roussillon, les gendarmes procédaient à un contrôle routier. L'objectif, repérer les excès de vitesse et sensibiliser à l'entrée en vigueur des 80 km/h sans forcément sanctionner. Comme avec ce jeune motard, simplement rappelé à l'ordre par les gendarmes et le préfet. En tout, ces 1500 km de route qui sont concernés par cette baisse de vitesse dans le département. En 2017, 68% des accidents mortels dans le département ont eu lieu sur des routes départementales qui représentent 36% du réseau routier. Selon des experts du Conseil national de la sécurité routière, cette réduction de la vitesse permettrait de sauver entre 300 et 400 vies par an. On écoute Philippe Chopin, c'est le préfet des Pyrénées-Orientales au micro de Luc Brisson pour Via Occitanie. Ce que j'espère, c'est qu'il aura compris que c'était pas pour faire de l'argent, on lui a rien demandé, vous voyez, on lui a pas mis d'amende, mais c'était pour lui et puis pour qu'il diffuse ce message en disant les forces de l'ordre, ils sont pas là uniquement pour verbaliser, ils sont là aussi pour apprendre et nous faire de la prévention. Aujourd'hui, on est plus sur la prévention que la répression. Le gouvernement a conscience que c'est pas le meilleur moyen d'être populaire de prendre une telle mesure, mais c'est le moyen d'être efficace. Et en matière de sécurité routière, quand on sauve des vies, quand on sauve des blessés, quand on évite des accidents et quand on évite des tués sur la route ou des blessés, l'efficacité est le maître mot. Sur un parcours qui fait 25 km, vous perdez 2 minutes en roulant à 80. Bon, si vous faites 40 km, vous perdez 3 minutes 20 secondes. Alors voilà, je sais bien qu'on est dans un siècle où tout va vite, etc. Mais si ça peut vous permettre de sauver la vie de quelqu'un ou d'épargner la vie de quelqu'un en face, parce que l'accident n'arrivera pas ou arrivera à une vitesse moindre, et parce que les temps de freinage vont être considérablement améliorés, vous gagnez 13 mètres entre 80 et 90. Dans ce journal, on part pour la Moselle où 300 enfants des écoles maternelles élémentaires, collèges et structures périscolaires de Moselle ont été récompensés pour leur participation au concours Je fleuris la Moselle à l'école. Au total, les enseignants de 22 établissements candidats ont sensibilisé les écoles à l'écologie à travers des projets de fleurissement ou de jardinage, des ateliers qui ont aussi été l'occasion d'activités scientifiques ou artistiques. La remise des prix s'est déroulée au jardin fruitier de Lac-Nexy. Les gagnants sont repartis avec du matériel de jardinage, des ouvrages pédagogiques ainsi que différentes dotations. Et c'est Gaël Tis pour Mirabel Télévision qui les a suivis. Ce qui nous a vraiment surpris, c'est qu'au départ, le jardinage, c'était plus on fait ça pour embellir l'école. Et aujourd'hui, on a découvert des projets pédagogiques qui étaient vraiment construits autour du jardin. Et il va vraiment servir à faire des sciences, bien sûr, mais à découvrir l'art, à faire mais tout un tas de choses dans des domaines qu'on n'imaginait pas, dans du français. C'est vraiment devenu un outil et pas simplement un décor. Cette année, on avait un projet autour du thème des couleurs. On a pu apprendre du vocabulaire, le vocabulaire qui est lié aux plantations, le vocabulaire des outils du jardin. Nous avons vu aussi qu'il fallait s'en occuper, leur donner de l'eau. On a également mis en place un compost, donc c'est très enrichissant et c'est très important de sensibiliser les plus petits à l'écologie. C'est respecter le vivant, c'est apprendre le respect des choses et le respect des personnes. Et je crois que ça aussi, c'est très important sur le plan éducatif. D'ailleurs, je crois que les enseignants ne s'y sont pas trompés vu leur importante participation à cette opération. Gravir le Mont Blanc malgré leur handicap. Ils s'appellent Ludovic, Manuel, Jennifer, Michel et David. Ils sont âgés entre 25 et 40 ans et souffrent de déficience intellectuelle. Ils ne sont pas forcément sportifs, pas tous entièrement indépendants. Et pourtant, ils ont accepté de relever un défi, gravir le Mont Blanc. Depuis 2 ans, ils s'entraînent comme des sportifs de haut niveau pour être prêts physiquement et mentalement à l'ascension. Le 18 juillet prochain, Franck Muellart pour EO TV dans le Nord. Sur cette paroi d'entraînement, les gestes sont maîtrisés par ce groupe de 5 alpinistes. Un groupe qui s'élance dans un défi, celui d'atteindre le sommet du toit de l'Europe. Ce projet, c'est le rêve de Manu, 27 ans, atteint de déficience intellectuelle. Après avoir regardé un reportage en 2016, l'objectif de gravir le Mont Blanc a soudain fait surface. Sous l'impulsion de 2 éducateurs spécialisés qui les accompagnent, ils s'entraînent physiquement et mentalement à l'épreuve qui les attend. Ça fait bien presque 2 ans qu'on se prépare pour ça, alors je préfère vous dire qu'au moins il faut se préparer bien à l'avance. Quand on était à la montagne, on a fait 2006, déjà au niveau cardio c'était bien, mais
4008, c'est un petit peu plus dur. Sous les conseils des guides de haute montagne de Chamonix, les candidats à l'ascension s'entraînent quotidiennement. Tous les 3 mois, ils subissent une évaluation pour s'assurer de leur évolution. Un progrès en continu pour ces personnes porteuses de handicap qui ont tendance à se dévaloriser. À l'heure actuelle, ils sont capables de prendre leur pulsation cardiaque, de savoir à quelle vitesse ils courent. Ils sont tous équipés de montres avec le fréquence-mètre. Et puis ils sont dans la capacité aussi de courir 1 heure, 1 heure et demie, de s'entraîner seuls, sans accompagnement la semaine, jusqu'à 3 fois par semaine. Il y en a certains ici qui ont perdu jusqu'à 10 kilos pour s'entraîner, pour perdre du poids, pour se sentir mieux, pour réussir à faire l'ascension du Mont Blanc. L'équipe débutera son ascension le 18 juillet prochain. Une aventure de 9 jours en direction du point culminant de la chaîne des Alpes, le Mont Blanc. Voilà, et vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Alain Rousset, le président de la région Aquitaine, qui est notre invité politique à 8h. Justement, la nouvelle Aquitaine qui attire de plus en plus de touristes. Il faut dire que la région a de nombreux atouts et le comité régional du tourisme de cette région a même développé une chasse au trésor, une façon de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine local. Sandrine Mancipose pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Ce Poise, c'est en quelque sorte le Graal pour les promeneurs qui se lancent dans la chasse au trésor de Terra Aventura, un géocaching né dans le Limousin et présent cette année dans les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Alors d'abord, on part avec l'application mobile de Terra Aventura qu'on a téléchargée sur son smartphone. Elle est gratuite et on va répondre à plein de questions sur le patrimoine. Alors ici, c'est Zartus. Donc Zartus, c'est celui qui va nous parler de la nature. On adore la nature dans Terra Aventura et il va nous raconter tout ce qu'on peut voir autour de cette balade. Alors on fait une balade en général qui va faire 1 km pour les plus petites jusqu'à 7-8 km et on va avoir des questions tout au long du parcours avec des indices et il faudra y répondre. Et si on a vraiment répondu à toutes les questions, alors là on va pouvoir trouver la boîte, donc la cache Terra Aventura, et à l'intérieur un Poise. Le but étant bien sûr de collectionner les 35 existants. Cette chasse au trésor propose plus de 300 parcours dans la région, regroupés autour de 30 thématiques. Plages mythiques, patrimoine insolite ou encore ville dynamique. Terra Aventura permet de découvrir ou redécouvrir la région de façon ludique. Une aventure idéale pour les touristes de plus en plus nombreux en Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Aquitaine devient la première destination pour les Français. Donc là, c'est historique puisque c'est la première fois que ça arrive. On a reçu l'année dernière en 2017, 28,1 millions de touristes français et étrangers et de l'ordre à peu près de 25 millions de touristes français, ce qui vraiment est un record avec une croissance qui continue en 2018. Pour preuve, le nombre total de passagers français et étrangers à l'aéroport de Bordeaux a augmenté de plus de 5% depuis le début de l'année par rapport à l'an dernier. Voilà un reportage que nous avions déjà diffusé, mais comme nous recevons le président de la région Aquitaine, vous avez eu l'occasion de le revoir. Voilà, tout de suite on va passer aux unes de la presse quotidienne régionale. Qu'est-ce qui se passe dans les régions ce matin? À tout de suite. En tout cas pour Libération Champagne, c'est une européenne, j'allais dire, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron au Vatican, un chanoine à l'Élysée. Comme Nicolas Sarkozy avant lui, Emmanuel Macron a choisi d'accepter la position honorifique de chanoine de Saint-Jean de Latran. Faut-il s'en réjouir? La question est posée par Libération Champagne. La réponse de leur part, c'est rien n'est moins sûr. Pour Ouest France, c'est la téléphonie vers la fin des zones blanches pour le premier quotidien français équipé les communes oubliées avec les annonces sur les zones prioritaires. Aujourd'hui dans Ouest France, pour la montagne, qui est un des journaux du groupe Centre France. Quel remède pour soulager les urgences? Une mission du SMUR du CHU de Clermont sera prochainement postée 7 jours sur 7 sur la base de l'hélicoptère de Dragon 63 de la sécurité civile pour tenter cette expérience. Pour la République du Centre, un des autres journaux du groupe Centre France, c'est la carte des axes à 80 km/h. Le département a fait l'acquisition de 210 panneaux siglés 80 pour un montant total de 25 000 €. La République du Centre y revient aujourd'hui. Pour la Dépêche, c'est le service minimum après France-Danemark à la une. Et pour le Télégramme, et c'est maintenant l'Argentine, évidemment. Le match était très ennuyeux face au Danemark. Nul comme le score, diront certains. Mais l'équipe de France a réalisé l'essentiel. Prochaine étape,
samedi. Enfin, pour la Voie du Nord, il va faire chaud, très chaud même, pas simplement dans le Nord, même si la Voie du Nord y revient à sa une aujourd'hui, et vous verrez les détails dans la météo de 8h, la météo des territoires. C'est vrai que ça se réchauffe beaucoup. Club de la presse ce matin avec, c'est normal puisqu'on reçoit le président de la région Aquitaine à 8h comme invité politique. J'allais dire deux Aquitains, Jefferson Desports, un habitué de cette émission. Bonjour Jefferson. Bonjour Cyril. À la fois à Sud-Ouest, le grand quotidien régional, et à TV7, la chaîne TNT de la Nouvelle-Aquitaine, dont on a vu des reportages il y a quelques minutes dans le JT. Et Bruno Robali, bonjour, de la République des Pyrénées. Merci d'être avec nous et de faire votre entrée dans cette émission, donc à l'occasion tout à l'heure de l'interview d'Alain Rousset. On démarre tout de suite avec le pacte financier et fiscal, car c'est un gros dossier territorial. Alors, ce pacte financier et fiscal, on va rappeler aux téléspectateurs que c'est un outil de gestion du territoire dans un contexte de raréfaction de la ressource publique. Il vise à mieux connaître son territoire du point de vue financier et fiscal. Jefferson Desports, on va parler de la Nouvelle-Aquitaine, bien sûr. Alain Rousset a signé ce pacte financier qui le contraint à ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement de 1,2%. Premièrement, est-ce une surprise? Deuxièmement, la surprise, c'est que la région Occitanie, c'est la région qui touche la Nouvelle-Aquitaine, elle ne l'a pas signé. Oui, il y a plusieurs cas de figure, vous venez de le rappeler Cyril. Alors, est-ce que c'est une surprise pour la Nouvelle-Aquitaine? Oui et non. Oui, parce qu'il y a quelques jours, Alain Rousset avait sévèrement critiqué ce texte qui est imposé par l'exécutif, qui l'oblige à ne pas augmenter ses dépenses, vous l'avez rappelé, ses dépenses de fonctionnement. Il avait qualifié ce texte d'humiliant et de diabolique, mais vous voyez comme quoi on peut être critique et pragmatique. Il a néanmoins fait adopter ce texte par sa majorité, ce texte est désormais signé, mais Alain Rousset, en le signant, entérine au moins une chose, c'est que le rapport de force sur ce point de vue-là avec l'État, il le considère perdu. Il estime que c'est la moins pire des solutions. La métropole bordelaise, elle aussi, a signé ce pacte. Mais c'est pas parce que ces contrats sont signés que le lien entre l'exécutif et les élus locaux est rétabli. Bien au contraire, il y a encore beaucoup de défiance. Les départements de France sont en première ligne. Et vous venez de le rappeler, la région Occitanie non plus n'a pas signé, a fait le choix plutôt du bras de fer. Alors, Bruno Robali, la République des Pyrénées, qu'en est-il de Pau, des Pyrénées-Atlantiques? Il faut expliquer que c'est aussi la région Nouvelle-Aquitaine depuis le découpage. Voilà, ça a toujours été, les Pyrénées-Atlantiques ont toujours fait partie de la région Aquitaine, mais on a la particularité d'avoir le leadership à Pau, notamment de François Bayrou, et d'avoir un département qui est tenu par la majorité de François Bayrou, on peut dire. Et c'est vrai que nous, on n'a pas fait de une sur ce contrat financier parce qu'il n'y a pas eu de débat. La ville de Pau va signer ce contrat et le département des Pyrénées-Atlantiques également. Donc c'est vrai qu'on lit les débats ailleurs. On sait que dans les départements limitrophes, par exemple les Landes, il y a eu une forte mobilisation. Les présidents des conseils départementaux ont tous signé, ou la plupart ont signé un appel au Premier ministre. Nous, c'est un débat duquel nous sommes restés un peu en dehors. Ce qu'on peut remarquer, en tout cas, c'est que dans certaines régions, certaines grandes villes le signent, d'autres ne le signent pas. Alors, on parlait de l'Occitanie, par exemple, à Toulouse. Le maire, la métropole a ratifié lors de la visite d'Édouard Philippe ce pacte financier. Donc, est-ce que ça ne va pas créer à l'intérieur, ma question c'est de ces exécutifs-là, des problèmes entre la ville, le département, la région? Jefferson Desports. Non, je pense qu'il faut avoir une lecture très politique de tout ça. Là où on a des critiques qui sont émises, on a aussi une couleur politique en face. Lorsque Bruno Robali raconte que dans les Pyrénées-Atlantiques, où on a des majorités MoDem au conseil départemental avec Jean-Jacques Lasserre, où on a François Bayrou à la ville de Pau, on est dans la majorité présidentielle. Donc là, bien entendu, on applique ce texte les yeux fermés, avec beaucoup de diligence. Et d'ailleurs, si on revient sur la Nouvelle-Aquitaine, les centristes au conseil régional ont approuvé ce texte dès demain, donc aucun problème. Donc voilà, il faut avoir... Mais il y avait une volonté d'Alain Rousset de préserver sa majorité. Quelle est l'idée? Je pense que c'est un pragmatique. Il estime que c'est comme d'autres élus qui l'ont signé, que c'est la moins pire des solutions. Si jamais il
il va au bras de fer, il ne signe pas. C'est aussi le risque peut-être d'être coupé d'un certain nombre d'informations essentielles. Mine de rien, il y a quand même de l'argent public en jeu. Le budget est conséquent. La Nouvelle-Aquitaine, c'est la plus grande région de France. C'est un territoire grand comme l'Autriche. Pas encore un pays. C'est toujours pas un pays, bien entendu, vous m'avez compris. Mais voilà, les enjeux sont vraiment très importants. Les budgets sont colossaux. Il y a aussi la compétence économique derrière. Donc, on ne peut pas non plus couper tous ces liens-là. Bruno Robali. Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'Alain Rousset, il explique très bien. Il a fait un choix pragmatique. Il a clairement dit sa position, mais à un moment, il se rallie à un principe de raison. Et c'est vrai que dans l'intérêt de sa région, quasiment de son land, parce qu'il a une vision presque comme des Länder allemands. Il considère que c'est certes diabolique, certes humiliant, mais qu'il faut passer sous ses fourches codines. Bruno Robali, la République des Pyrénées, puisque je vous tiens, il y a un vif débat dans votre département, notamment à Pau, sur 2 ours qui vont être relâchés dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous en avez fait votre une, je crois, hier, on en a parlé. Oui. Alors, qu'en est-il de ce débat? Est-ce qu'Alain Rousset, le président de la région, a son mot à dire? Il prend position là-dedans ou pas? Pour l'instant, ce n'est pas un acteur majeur de ce débat. Je pense qu'il est plutôt favorable à la réintroduction de l'ours. Il a des racines pyrénéennes fortes. Il a sa maison de campagne, sa maison de montagne à l'Esquin, donc en vallée d'Aspe, qui est une des vallées où il y a le Attention, plus... l'ours vous regarde. Oui, je vois ça. Et c'est une des vallées où il y a le plus de mers favorables. On sait quand même qu'il y a une fronde assez terrible des élus. Il y a plus d'une centaine d'élus qui ont signé un courrier assez virulent contre la réintroduction de l'ours. C'est un sujet très clivant en Béarn. Là, la consultation du public vient de s'ouvrir. On a une idée de ce qu'elle va donner. Elle sera massivement pour l'ours, non? C'est très partagé. C'est vraiment très très clivant. Il y a eu une récente enquête des associations favorables à l'ours qui montrait que dans les Pyrénées-Atlantiques, 76% des habitants étaient favorables à la réintroduction d'ours. Parallèlement à ça, le 30 avril dernier, il y a eu une manifestation. On voit des images. On voit les images. Une manifestation, une démonstration de force des anti-ours qui ont des moyens de communication qui sont assez percutants. On a vu ils sont capables d'écrire sur les routes non à l'ours. Donc d'un côté, il y a les défenseurs d'une certaine forme de pastoralisme qui sont opposés à l'arrivée de ce prédateur. Et de l'autre côté, il y a des personnes plus sensibles à la biodiversité. Il y a l'émotion. Il y a l'émotion, mais l'émotion, c'est à double tranchant. L'émotion, par exemple, quand il y a une ours qui fonce dans les... on l'a vu, une attaque. Enfin, c'est pas une attaque. Elle défendait ses petits. Elle a couru en direction de randonneurs. Donc, il y a de l'émotion aussi dans les deux sens. On passe au volet éco, j'allais dire, en même temps Ford. On en parle depuis des mois, on a vu un reportage de TV7 d'ailleurs, fort bien fait dans le journal des territoires tout à l'heure, 880 emplois menacés, Jefferson des Sports. C'est vraiment un coup dur pour la région? Clairement. Alors il y a plusieurs dossiers, on pourrait citer le dossier Steva aussi en Haute-Vienne, mais pour la région Aquitaine, oui, Ford, c'est le dossier qui cristallise maintenant toutes les attentions. Il y a 880 emplois menacés. On sait que si on doit parler d'Alain Rousset, l'entreprise est au cœur de son dispositif au sein de la région. On a vu tout le monde monter au créneau. Alain Juppé, comme président de la métropole, tous les élus bordelais, a fait une intervention, tout le monde. Tous les élus bordelais sont montés au front sur ce dossier-là. On sait pour l'instant, il y a la piste d'un potentiel repreneur qui est un industriel belge dont l'entreprise s'appelle Punch Powerglide. On sait que le président Rousset l'a eu au téléphone. A priori, le contact s'est plutôt bien passé. Maintenant, on est quand même dans une incertitude totale sur ce dossier. Le PSE est enclenché. C'est un vrai revers aussi pour le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il n'attendait pas que Ford avance ses pions aussi vite sur ce sujet-là. Maintenant, je pense qu'au niveau de l'Aquitaine, tout le monde a acté. Ça a à voir avec les problématiques nationales ou pas?
Oui, ça fait. Alors, c'est aussi un paradoxe parce que l'Aquitaine est une des régions les plus attractives sur le plan économique. On sait qu'on a des perspectives de croissance. En tout cas, l'objectif, et Bruno Le Maire l'a rappelé il n'y a pas si longtemps, Bercy maintient un objectif de croissance à 2%. On serait peut-être plus à 1,8%. Donc bon, voilà, c'est aussi un des paradoxes. Cette région est très attractive. Il y a des choses qui se passent positives, mais elle n'échappe pas, elle non plus, à des revers. Voilà. Alors, les transports régionaux, on en parle souvent dans cette édition. On parle souvent des petites lignes, des TER. Bruno Robali, Alain Rousset a des défis là-dedans énormes. Il est président de la région Aquitaine. Alors, il y a une question d'une ligne Pau-Canfranc. Est-ce qu'elle a de l'avenir, cette petite moyenne ligne? Je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs. Alors, Alain Rousset vous dira que cette ligne a de l'avenir. Là, c'est comme pour l'eau. C'est un sujet qui est très clivant quand la République titre sur la Pau-Canfranc, parce que... Expliquez où elle est. Je vais faire quelque chose de très rapide. Actuellement, il y a une ligne de chemin de fer local qui dessert Pau à Oloron, qui a été prolongée grâce à l'engagement fort, ça il faut le dire, de la région, qui a été prolongée jusqu'à Bedouce. L'enjeu désormais et de continuer jusqu'à Canfranc, la première gare qu'il y a de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne. Donc la ligne, elle est coupée depuis 48 ans. Et il y a 33 km à réaménager. Il faut passer les Pyrénées, donc c'est assez compliqué. En même temps, ça s'entend que deux régions, l'une espagnole et l'autre française. L'Espagne est très demandeuse. C'est un axe qui pour Alain Rousset est essentiel, et donc lui, il met les gaz pour que cette voie soit créée. Le coût est estimé à 450 millions d'euros. Alain Rousset a bien compris que dans les derniers rapports du comité, le comité national a dit non, c'est pas une priorité. Alain Rousset trouve, comme d'habitude, essaie de trouver un biais. Il essaie de dire la région va financer, l'Europe va se financer, on va essayer de trouver des solutions. Vous revenez tout à l'heure, Bruno Robali de la République des Pyrénées pour le débrief en présence d'Alain Rousset, le président de la région Aquitaine. Un mot, il reste 20 secondes, Jefferson Desports. Les relations, Alain Rousset, Alain Juppé, les deux seigneurs. Je pense que pour l'instant, là, ils ne se sont pas forcément beaucoup vus. Alors peut-être que le dossier Ford va faire en sorte que toutes les collectivités montent au créneau. Mais pour l'instant, je pense que chacun est dans son couloir. On va lui poser la question tout à l'heure. Merci, vous revenez aussi, Jefferson Desports, pour le débrief d'Alain Rousset en sa présence tout à l'heure. On va passer à la météo. On l'a vu tout à l'heure avec la une de La Voix du Nord. Il fait très chaud en France, très très chaud. C'est le temps qu'il fait en France, dans le pays. Pas uniquement, puisqu'on va la regarder aussi, unique dans la TNT le matin, le temps qu'il fait dans les départements français d'outre-mer. A tout de suite pour l'invité politique de 8h. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.